Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. C'est le grand jour aux États-Unis d'Amérique. Depuis ce matin, plus de 200 millions d'électeurs américains sont aux urnes pour élire leur prochain président. Dans la plupart des États, le scrutin se déroule plutôt bien. Rodrigue Azinogbe, notre confrère en séjour aux États-Unis, va nous faire vivre dans ce journal l'ambiance qui prévaut dans les bureaux de vote. Nous parlerons également de l'ouverture de la 7e édition de la Semaine du numérique à Cotonou, un événement qui célèbre la transition numérique du secteur médiatique au Bénin avec un thème qui allie numérique et médias dans un environnement fait de prolifération des nouvelles technologies, de l'information et surtout des nouveaux canaux de diffusion. Les détails dans un instant. Et pendant ce temps, Cotonou abrite également la deuxième réunion des membres du comité de pilotage du projet transfrontalier d'appui au renforcement de la sécurité communautaire à la gestion et la prévention des conflits à la transhumance et la gestion des ressources naturelles. Il est question pour les principales parties prenantes, à savoir le Bénin et le Niger, de faire le point de la mise en œuvre de ce projet financé par le Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. À nouveau, bonsoir. C'est le grand jour aux États-Unis. Depuis ce matin, plus de 200 millions d'électeurs américains sont aux urnes pour élire leur prochain président. Dans la plupart des États, le scrutin se déroule plutôt bien. Rodrigue Azinogbe, notre confrère en séjour aux États-Unis, nous relate ce qui se passe au niveau des bureaux de vote. Nous allons suivre. Alors nous sommes ici, comme je l'ai dit, au centre Mark Center. Le vote a commencé, vous avez vu tout à l'heure les images. Et vous voyez encore des votants qui sont en train d'arriver. Ils sont très nombreux, on sent qu'il y a un engouement autour de ce vote ce mardi. Il y a du monde qui vote. Ça prouve qu'en quelque sorte, les Américains ont vraiment envie de décider qui sera le prochain président des États-Unis, qui ils veulent pour les représenter à la Maison-Blanche prochainement. Et justement, les Américains sortent depuis l'ouverture des bureaux de vote pour accomplir leur devoir civique. Rodrigue Azinogbe a pu arracher quelques mots à 2 citoyens après leur vote, suivant ce qu'ils ont laissé entendre. Nous sommes ici en face du Capitole. Ici, c'est le siège du Parlement américain. C'est là que se retrouvent les congressmen, les parlementaires, les députés, en quelque sorte, ce que nous on appelle députés chez nous ici, ce sont les congressmen, les sénateurs. C'est là qu'ils se retrouvent pour déterminer la politique américaine. Et vous voyez devant la façade, j'imagine que c'est pour l'investiture du prochain président qui aura lieu en janvier. Cela se prépare dès maintenant et c'est là que l'investiture va se faire, devant cette estrade, devant le Capitole. Je vais tourner tout à l'heure la caméra et vous verrez que devant moi vous avez Washington Monument, en face de moi, de l'autre côté, vous verrez cela tout à l'heure. C'est tout au long de cette artère, c'est-à-dire du Capitole jusqu'à Washington Monument, que le public se rassemble pour applaudir le prochain président, en tout cas chaque président qui est installé. Preuve que ici à Washington, les choses se mettent en place pour l'installation du prochain président. Et pour l'heure, on ne sait pas qui ce sera. Est-ce que ce sera Kamala Harris? Est-ce que ce sera Donald Trump? On ne pourra le dire encore parce que c'est là que réside toute la question. Nul ne le sait encore et c'est ce mardi que le prochain président sera élu. La campagne est terminée, les visiteurs continuent, les touristes continuent d'affluer autour de la Maison Blanche et vous voyez donc il y a pas mal de monde autour de moi pour regarder ce qui se passe, pour voir ce qui se passe. Kamala Harris, elle est la vice-présidente, c'est vrai qu'elle réside ici, mais l'actuel locataire c'est Joe Biden et c'est bien après qu'on saura qui va le remplacer, qui sera là pour être le prochain président qui succédera donc à Joe Biden. Mais pour l'instant, tout le monde est calme, on attend de voir ce que cela va donner dans quelques heures. Voilà, vous l'avez constaté, pour l'instant, il est difficile de dire avec précision qui de Donald Trump ou de Kamala Harris sera le prochain locataire de la Maison-Blanche, mais on le saura d'ici peu en entendant le verdict des urnes. Rodrigue Azinogbe, journaliste à Fraternité FM, nous a plongé, il vient d'ailleurs de nous plonger dans la connaissance du processus qui définit la politique américaine et comment tout se met déjà en place pour accueillir le prochain président des États-Unis d'Amérique. Vous l'avez suivi il y a un instant. Et comme je le disais tantôt, les Américains sortent depuis l'ouverture des bureaux de vote pour accomplir leur devoir civique. Rodrigue Azinogbe a pu arracher quelques mots à 2 citoyens après le vote. Nous allons suivre leurs impressions. After, I feel good that I voted because it's my patriotic duty to vote as an American citizen. You know, that's my right. Je me sens bien après le vote parce que c'est normal de voter en tant que citoyenne américaine. C'est mon droit.
Pour la personne pour qui j'ai voté, c'est le choix le moins démoniaque. How do you put it? I want to be the least of two evils. Oh, yeah. So we're just out answering voters' legal questions, things like registration. Nous sommes juste ici pour renseigner les votants sur les questions de droit de vote. Nous les orientons sur comment utiliser les bulletins de vote, s'assurer que tout le monde exprime son droit de vote. Nous leur disons juste les choses à faire ou ne pas à faire, les pièces d'identité requises. Voter ID requirements do they need to comply with? We don't endorse candidates or anything like that. Oh, you're not endorsing any candidate? No, and I'm also not a spokesperson or anything. Voilà, on attend toujours encore quelques heures pour avoir le verdict des urnes qui de Donald Trump ou de Kamala Harris. Ce sera le prochain locataire de la Maison-Blanche. Mais en attendant, on revient au Bénin avec la 7e édition de la Semaine du numérique qui a bel et bien été lancée ce matin à Cotonou. C'est à la limite la célébration de la transition numérique du secteur médiatique au Bénin avec un thème qui allie numérique et médias dans un environnement fait de prolifération des nouvelles technologies, de l'information et surtout de nouveaux canaux de diffusion. Nous allons suivre le compte rendu de la cérémonie d'ouverture. La transition numérique du secteur médiatique prend petitement corps au Bénin et cette semaine du numérique officiellement lancée ici vient lui donner un coup de pouce. Pour cette 7e édition du Sénom, une part belle est faite aux médias et les réflexions convergent autour du thème numérique et médias, nouveaux canaux, nouveaux défis. Repenser la régulation audiovisuelle à l'ère du numérique revient à passer de la régulation des médias traditionnels où la diffusion de l'information est plus ou moins maîtrisée à une régulation adaptée aux limitations de l'écosystème où la possibilité est donnée désormais à tous de diffuser des informations sur diverses plateformes à travers Internet. L'adaptation de la régulation audiovisuelle aux limitations de l'écosystème à l'ère du numérique peut donc s'implémenter à travers 3 points qui sont la législation, le système technique de monitoring et les regroupements régionaux. Il me paraît nécessaire d'aborder, ou qu'il soit abordé, au cours de cette semaine du numérique, la nécessité de concilier la mission d'information des acteurs des médias avec l'obligation de protéger les données à caractère personnel. La protection donc des données à caractère personnel, évidemment, a aussi besoin de la contribution des acteurs des médias. Les structures d'État et institutions de la République partenaires ont donc un regard sur les effets induits par la prolifération des technologies de l'information et des nouveaux canaux de diffusion. L'autorité de tutelle à son niveau ne croise pas les bras sur ce qui aujourd'hui se présente comme une opportunité mais surtout un couteau à double tranchant dans la cohabitation entre médias traditionnels et médias en ligne. Le secteur médiatique, que ce soit au Bénin, en Afrique ou à l'échelle mondiale, traverse une période de mutation profonde des modes de consommation de l'information. Les papiers, les postes de radio et les écrans de télévision ont largement laissé la place aux plateformes en ligne, aux réseaux sociaux, aux podcasts, aux médias de streaming, qui sont aujourd'hui les moyens privilégiés de consommation de l'information par les plus de 5 milliards d'utilisateurs de l'Internet dans le monde. Et je voudrais saisir cette occasion pour saluer l'engagement et la résilience de ces acteurs des secteurs du numérique et des médias, qu'ils soient publics ou privés. Ces acteurs et ces professionnels qui œuvrent chaque jour pour enrichir notre paysage médiatique et lui offrir le support de propulsion nécessaire à son essor. Des panels de discussion et de communication sont prévus dans le cadre de cette célébration de la Semaine du numérique. Les acteurs impliqués promettent se pencher sur l'avenir du paysage médiatique au Bénin.
Les membres du comité de pilotage du projet transfrontalier d'appui au renforcement de la sécurité communautaire à la gestion et prévention des conflits, à la transhumance et à la gestion des ressources naturelles ont tenu ce mardi 5 novembre 2024 leur deuxième réunion à Cotonou. Il est question pour les principales parties prenantes, à savoir le Bénin et le Niger, de faire le point de la mise en œuvre de ce projet financé par le Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix. Nous allons suivre. Le projet transfrontalier d'appui au renforcement de la sécurité communautaire, à la gestion et prévention des conflits, à la transhumance et la gestion des ressources naturelles est déjà dans sa phase opérationnelle. Les membres du comité de pilotage tiennent à Cotonou ce mardi 5 novembre 2024 leur deuxième réunion à titre d'évaluation de mise en œuvre. Le projet vise à contribuer à la prévention et gestion des conflits autour de la frontière entre le Bénin et le Niger, en assurant une collaboration transfrontalière des communautés, des services de l'État, des autorités locales, des leaders coutumiers et religieux et du secteur de la sécurité, et en favorisant un partage des ressources naturelles qui permettent aux populations d'accéder à des opportunités socio-économiques durables dans des secteurs porteurs. Cette réunion constitue donc une occasion privilégiée pour examiner les progrès réalisés, de définir et d'approuver le plan de travail annuel de 2025, de discuter des défis rencontrés et enfin de déterminer ensemble les actions à entreprendre avec le budget consacré aux activités transfrontalières, étant donné que ces dernières ne peuvent plus être poursuivies. Le projet s'engage à promouvoir une collaboration harmonieuse entre les agriculteurs, les éleveurs, les jeunes et les femmes des deux pays, en mettant l'accent sur la prévention des conflits et la promotion de la cohésion sociale. Il vise également à développer des opportunités socio-économiques pour les populations vulnérables des zones frontalières. Depuis son lancement, le Bénin travaille à l'atteinte des résultats attendus. Après chaque année de mise en œuvre, il s'avère nécessaire de marquer un arrêt pour faire examiner le chemin parcouru et en tirer les leçons subséquentes. Ainsi, à travers cette session, nous aurons à apprécier l'état d'avancement de la mise en œuvre des activités sur le terrain et, si nécessaire, donner des orientations pertinentes et réalistes pour plus d'efficacité dans la poursuite du projet. Examiner et approuver le plan de travail du projet pour 2025. Faire un plaidoyer auprès de toutes les parties prenantes au fin d'une plus grande mobilisation et d'un meilleur accompagnement dans la mise en œuvre du projet pour la période restante. Le projet transfrontalier d'appui au renforcement de la sécurité communautaire, à la gestion et prévention des conflits, à la transhumance et la gestion des ressources naturelles a une durée de 2 ans. À terme, ce projet va toucher directement 2250 bénéficiaires et indirectement 200 000 personnes. Cotonou accueille depuis hier lundi la 10e édition de la conférence de l'APORA, entendez en français, Alliance des partenaires africains pour la réponse aux épidémies. Il s'agit d'un creuset qui s'investit dans la lutte contre les épidémies infectieuses en Afrique. Les travaux durent près d'une semaine et rassemblent divers acteurs de la santé et de la sécurité. Esther Tofa. Ils sont plus d'une centaine présents pendant 5 jours au Bénin. Agents du secteur de la santé, forces de défense et de sécurité réunis au sein de l'African Partner Outbreak Response Alliance, en abrégé APORA, tiennent depuis ce lundi matin à Cotonou leur 10e conférence. Objectif, partager les expériences afin de venir à bout des épidémies et catastrophes auxquelles sont exposés les pays membres. L'Alliance APORA est la plateforme d'apprentissage, d'amplification et de partage d'expériences de la riposte rapide aux épidémies et catastrophes. L'histoire de l'humanité et de l'évolution de nos sociétés nous renseigne à suffisance combien les épidémies viennent bouleverser les équilibres socio-économiques, décimant notre espèce. Pour le président de l'APORA, Alliance des partenaires africains pour la réponse aux épidémies et catastrophes en français, beaucoup de défis restent à relever par le creuset malgré les nombreuses réussites enregistrées. Des réussites marquées par la participation des États-Unis d'Amérique.
Cette conférence a été rendue possible grâce à la collaboration de 10 partenaires américains issus des secteurs de la sécurité et de la santé. La participation de ces agences et organisations souligne l'engagement fort des États-Unis envers leurs partenaires africains. Plusieurs communications, mais également des exercices de terrain vont marquer le séjour des délégations au Bénin. Pour étoffer vos activités, un exercice de simulation grandeur nature d'un cas d'accident de circulation ayant occasionné de nombreuses victimes mettra à rude épreuve les acquis et compétences des acteurs de la protection civile. Dont l'un porte sur le secteur sanitaire et concernera la détection d'un cas de variole du singe qui est l'actualité du moment pour évaluer notre réactivité et notre efficacité face à une menace infectieuse, de l'isolement du cas à sa prise en charge par nos équipes du Centre des opérations d'urgence de santé publique, de l'équipe d'intervention rapide, de l'équipe de prise en charge du Centre de traitement des épidémies d'Abomey-Calavi, jusqu'au transfert de l'échantillon vers le laboratoire de fièvre hémorragique virale. Je voudrais que ces échanges se cristallisent par une vision commune et consensuelle qui puisse favoriser l'entraide entre les pays de APORA. Fondé en 2014, APORA a pour but d'aider les nations africaines à faire face aux épidémies infectieuses en renforçant la capacité des premiers intervenants. C'est un réseau qui s'étend actuellement sur 27 pays du continent. Le Palais des Congrès de Cotonou abrite depuis ce lundi les Assises nationales de la jeunesse de la CEDEAO. Une rencontre de 2 jours initiée par le laboratoire d'analyse régionale et d'expertise sociale avec le concours de la CEDEAO et du ministère des Sports. Il s'agit pour les jeunes de se pencher sur les thématiques de développement et d'unification pour un changement de mentalité. Reportage. Écoutez la jeunesse avant d'agir. Un changement de paradigme que met en place le laboratoire d'analyse régionale et d'expertise sociale avec le concours du ministère des Sports et la CEDEAO à travers ces assises nationales de la jeunesse. À ce grand rendez-vous se décide l'avenir de la jeunesse, fait de lance du développement de la nation. Donc la question de fond par rapport à ce débat, de mon point de vue, c'est comment faire pour que les jeunes puissent se sentir à l'aise dans un espace intégré. Si on ne crée pas un espace intégré, je ne suis pas sûr qu'on puisse régler les problèmes de la jeunesse. Parce que la jeunesse a des besoins dont les plus importants est de s'ouvrir au monde. De s'ouvrir au monde pour bénéficier des avantages du progrès de l'humanité. Assis sur les thématiques de développement et d'unification, ce rendez-vous confirme une fois encore la volonté de la CEDEAO à s'engager pour une nouvelle vision de la jeune génération. Faire un diagnostic du malaise des jeunes en leur offrant un espace d'expérience qui leur est propre reste la meilleure façon de stimuler le changement de mentalité selon l'institution. Il ne s'agit pas de venir vous dire ce que nous pensons de votre présent et de votre avenir. C'est à vous de le dire. Aujourd'hui, la principale richesse de ce continent, de loin, c'est sa jeunesse. C'est-à-dire une catégorie socio-démographique en mesure d'imaginer les choses d'une manière, je dirais, très osée, ou pour ne pas dire hardie. Parce qu'à un certain âge, le rêve n'est pas permis, ou bien quand on rêve, on a peur. Alors qu'à un certain âge, on rêve et on dit que c'est possible. De grandes décisions sont attendues à l'issue de ces assises nationales de la jeunesse de la CEDEAO auxquelles prennent part des jeunes de plusieurs pays membres de l'institution. Ces décisions vont permettre à la CEDEAO d'œuvrer pour une nouvelle vision de la jeunesse africaine dans un contexte jonché de défis de toutes formes.
Parlons à présent de l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et tech et mathématiques UNESTIM qui a récemment initié un forum sur les startups et le savoir-être en milieu professionnel. Une rencontre sanctionnée par des propositions pour la valorisation des résultats des recherches et l'amélioration de l'insertion professionnelle des apprenants. Imet Elena Moussou pour plus de précisions. La rencontre est le prolongement des conseils d'orientation et de perfectionnement des formations professionnalisantes tenus récemment dans les entités de l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques UNESTIM, en plus des acteurs des campus universitaires de Nati Tengu, Dassa, Zoumé, Abomey puis Lokossa. Les assises ont aussi connu la participation de nombre de partenaires socio-économiques. Le thème objet des échanges et réflexions est intitulé « Nécessité d'incuber des start-up dans les universités publiques du Bénin ». Quel enjeu et défi pour les unités de formation et de recherche de l'UNESTIM? Autour de ce thème, nous allons échanger sur la valorisation des résultats académiques et de recherche universitaire par la création des start-up et entreprises. Les défis et enjeux auxquels doivent répondre les entreprises start-up pour le développement durable d'une nation. La présentation de la plateforme partenariale Cité intégrée de transfert du savoir, d'innovation, d'expertise et d'entrepreneuriat dénommée City 2E de l'UNESTIM. Échanger sur les modalités d'accord de consortium avec les partenaires des métiers de l'ingénierie, de la construction et de l'aménagement du territoire. Dans le cadre du forum aujourd'hui, nous sommes là pour représenter le consortium des établissements français, donc avec mes collègues de l'Université du Havre. On propose notamment de travailler avec l'UNESTIM à la construction d'une cité intégrée des transferts du savoir et de l'expertise qui s'appelle City 2E et qui a différents objectifs, notamment de pouvoir être une vitrine pour les entreprises qui pourraient diffuser des recherches d'emploi par exemple, de pouvoir proposer aussi de la formation, à la fois pour les étudiants mais aussi de la formation continue pour des professionnels, des enseignants qui souhaiteraient se former sur des volets spécifiques liés à l'ingénierie, de la construction et de l'aménagement du territoire. En initiant ce rendez-vous, l'UNESTIM entend consolider ses relations avec les entreprises afin de les intégrer dans l'élaboration des offres et par conséquent assurer l'employabilité puis améliorer l'insertion professionnelle de ces apprenants. Chers apprenants, chers étudiants, je voudrais davantage vous encourager, vous dire, vous êtes l'espoir du renouveau technologique du Bénin. Et nous savons compter sur vous pour que d'ici là, nous puissions avoir beaucoup de cadres techniques, de cadres qui puissent être employables tout de suite parce qu'ils ont appris un métier. Pour la valorisation des résultats académiques et de recherche universitaire, ce forum constitue un pas décisif pour les entités de l'UNESTIM en vue de la création des start-up et entreprises. Entre autres activités prévues, il y a eu des communications, des tables rondes, des ateliers ainsi que des discussions. Tout s'est achevé par la formulation de propositions et recommandations dont la prise en compte contribuera à l'atteinte des objectifs. Le conseil communal de Dangbo a tenu sa 4e session ordinaire de l'année 2024. Il s'agit pour les élus de faire le bilan des activités de chaque programme au sein de la commune au titre de l'année 2024 et de faire des projections pour l'année prochaine. Les détails avec Florence Bossa. Autour de cette table, des conseillers communaux de la mairie de Dangbo. Ils échangent sur le rapport du conseil d'activité du conseil de supervision et le bilan des activités lors des sessions précédentes. C'est un exercice périodique qui vise à améliorer les performances au sein de cette commune. Nous venons aujourd'hui, après 3 jours d'intenses activités, de finir avec tous les points inscrits à l'ordre du jour de notre présente session. Et je comprends toute la volonté que vous avez mise dans les études, les analyses et les débats très intelligent, pertinent que vous avez fait pour qu'on aboutisse à un résultat vraiment probant.
Cette session ordinaire, la 4e et la dernière de l'année 2024, a été également consacrée à l'examen et la validation du budget de gestion primitif 2025. C'est à la grande satisfaction de tout le conseil communal. Au-delà du budget du primitif de gestion 2025 qui a été adopté à un montant de 1,343 530 536 francs CFA, que le remettre de prestation de la mairie et des redevances relatives également a été actualisé. Cela fondamentalement pour tenir compte des évolutions dans l'environnement communal, mais également pour prendre en compte le pouvoir d'achat des populations sur certaines prestations. Et une fois que ces documents-là sont adoptés, ce répertoire, donc le budget validé par le Conseil, nous, au secrétaire exécutif, moi, SE avec mes collaborateurs, ce que nous avons à faire, c'est de mettre tout en œuvre pour que dans les délais requis, nous puissions prendre en compte les observations, mobiliser tous les documents qui restent pour adresser le document à l'autorité de tutelle pour son approbation. Au cours de cette session de 3 jours, les participants ont passé au pays fin les différents points d'exécution des activités à travers des communications. Des recommandations sont également faites dans ce sens. Du handball pour donner un cachet spécial à la fête de Toussaint. C'est une idée originale qui se perpétue désormais à Abomey dans le département du Zou avec des professionnels de cette discipline sportive. Ils se sont donné rendez-vous au stade municipal de la ville pour jouer mais aussi pour s'égayer et partager ensemble des moments de convivialité. Imetelena Mousso pour le compte rendu du match. Une rencontre entre professionnels du handball venus des 4 coins du pays. L'événement est à sa 8e édition. En rouge, des joueurs ayant perdu au moins un de leurs géniteurs, contrairement à ceux d'en face en bleu. Le match qui oppose orphelins et non-orphelins est une tradition ici au stade municipal d'Abomey. Il se déroule chaque année et entre dans le cadre de la célébration de la Toussaint. Puisque la Toussaint, c'est une célébration de vie en tant que vie et de vie dans l'au-delà. C'est tous les saints. Donc c'est depuis plusieurs années pour nous déjà une occasion de réunir tous les handballeurs venus de partout pour célébrer en ce jour saint le handball qui reste presque une religion à Abomey. Démarré avec entrain au niveau des deux équipes, ce match de gala a une fois encore été une véritable explication de handball. Durant toute la période de jeu, les spectateurs ont eu droit à une démonstration de talent et de technique de jeu chez les uns, mais aussi de plusieurs années d'expérience et d'ingéniosité chez les autres. Au bout du temps réglementaire, ce sont les non-orphelins qui ont remporté. C'est la fête. On n'est pas venu forcément pour gagner, c'est pour la fête qu'on est là. Mais au finish, c'est un jeu. Il doit y avoir forcément un perdant ou un gagnant. Les bleus, les non-orphelins pour le dessus à un but d'écart. Ce fut un match vraiment intense. C'est la fête, mais il y avait du sérieux, il y avait du handball. Le jeu n'a pas été tactique. On a senti que c'est des joueurs qui ont fait preuve de leur expérience. Donc de part et d'autre, il y avait les bleus qui faisaient un effort d'organisation, pendant que les rouges, eux autres, ils jouaient purement de l'individualisme. Au-delà de la course au score, le match orphelin et non-orphelin est une occasion de célébrer le handball. Dans le contexte actuel où se remarque une émergence dans cette discipline et avec l'avènement des classes sportives, joueurs, entraîneurs et autres acteurs de ce sport roi dans la cité des Weba-Djavi en appellent à la conscience collective. Il faudrait que les parents comprennent aujourd'hui qu'à travers le handball, l'enfant peut gagner sa vie. Et par rapport à ça, ils n'ont qu'à permettre aux enfants de venir travailler. Parce que plus on commence à la base, plus on a la chance d'aller aux élites. Dans les collèges, on ne cesse de sensibiliser les parents d'élèves. Et à force de laisser les enfants s'intéresser à la chose, ça leur permet aussi de s'épanouir. Puisque les enfants, s'ils n'ont pas des centres d'épanouissement, ça les amène dans d'autres choses. Surtout chez moi, là, que je vois, il y a des enfants qui se donnent dans la délinquance. Alors que depuis que je les ai dit de venir handball, ils sont venus aujourd'hui. Même si on leur dit de rester à la maison, ils sont toujours présents. Bleus et rouges, une fois hors du terrain, se sont mutuellement félicités. Le moment a été propice pour partager un repas ainsi que des instants de gaieté. Déjà, les regards sont tournés vers une prochaine édition que tous souhaitent plus grandiose et plus retentissante. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Tout le plaisir était pour moi de rester en votre compagnie. Bonne soirée à chacun et à tous.